Donc maintenant en fait on travaille sur un sort de triangle en fait quoi, où il y a le social media manager, il y a son community manager, assistant social manager et un créateur de contenu en fait quoi. Et on travaille on va dire à trois comme ça à essayer d'avoir la stratégie, l'activation opérationnelle et en plus la créa de contenu qui vient en plus impulser là-dedans quoi. Bienvenue sur le podcast Interaction animé par Julien Pibouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, formateur et consultant en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expertise. Pour ce nouvel épisode du podcast Interaction, nous partons à la rencontre de Mathieu Rousset, créateur de l'agence digitale Mayoko. Avec lui, nous allons aborder des sujets tels que activation digitale, les réseaux sociaux et aussi comment raconter des histoires à travers l'art du storytelling pour capter une audience. Si le podcast Interaction vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation iTunes. C'est ça qui nous permet de progresser et d'être visible auprès du plus grand nombre. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour Julien. J'aimerais déjà que tu nous dises comment tu en es arrivé du coup à créer cette agence de communication Mayoko. En fait ça remonte pour moi à vraiment un gros bouleversement qui est arrivé à peu près en 2008 quand j'étais alors étudiant en école de commerce à l'époque à Pau. En fait, ce que j'avais vu arriver, c'était la première demande d'ajout d'amis en fait par un copain qui était aux États-Unis et qui m'avait dit tiens regarde il y a un truc qui est en train de se créer. Donc au début on peut s'imaginer que c'était Facebook quoi, au tout début quoi, enfin où ça ressemblait à rien, où il y avait pas beaucoup d'interactions, on peut pas faire grand chose dessus, mais ça m'avait déjà marqué parce que je m'étais rendu compte en fait qu'on pouvait créer du lien entre les gens en fait quoi. Et je m'étais dit comment ce lien il peut être porteur et peut développer justement la visibilité, la notoriété d'une entreprise. Comment une entreprise peut essayer de s'intégrer dans ce réseau et développer sa visibilité, puisqu'au final on crée du lien entre ses amis, ses cousins, ses ex-copines, enfin tout ce que tu pouvais avoir et dans ton réseau, mais au final ce que ça permettait surtout c'est de créer des interactions. Et je m'étais dit, et toutes ces interactions, est-ce qu'une entreprise qui se met au milieu en fait elle n'arriverait pas à le faire avec ses consommateurs, avec ses clients, avec ses prospects et arriver à créer justement une sorte de communauté autour. Donc à l'époque il n'y avait pas les pages n'existaient pas, il y avait que les profils et je m'étais dit pourquoi pas aller taper à la porte de certaines entreprises que je connaissais, qui étaient dans mon réseau. Je jouais au rugby à l'époque, donc des entreprises qui étaient partenaires du club de rugby dans lesquels je jouais et je m'étais dit, ça peut être intéressant d'aller voir. Et au final, j'avais pris pas mal de portes dans la gueule parce que justement, les entreprises avaient du mal à avoir la vision du web 2.0, qui était à l'époque celui-là. Et du coup, je m'étais dit, bon, on va attendre un peu. Je suis parti pendant un semestre aux États-Unis où j'ai pu un peu plus justement pousser ça. Où aux États-Unis, ils avaient déjà développer des cours de communication digitale, de web marketing qu'on avait un peu pris et je m'étais dit comme ça quand je rentrerai en France j'aurais pris de l'avance et ça m'a permis de l'incrémenter en fait, de tester tous ces dispositifs avec du marketing viral parce que j'adorais ça, j'aimais bien on va dire mettre le bazar un peu sur internet et tester des campagnes et notamment en fait moi qui travaillais à la base dans le marketing sportif, je m'étais dit je vais essayer de digitaliser ce sport en fait qui avait une image un peu vieillissante et qui avait pas une vision encore élaborée sur le secteur et je m'étais dit ça peut être cool de le tester, donc je l'avais testé dans différents clubs de rugby, que ce soit professionnels et amateurs, et ça a plutôt bien fonctionné pour moi, puisqu'on avait carrément monté des projets, pour te donner un ordre d'idée, avec 1400 €, on avait touché 26 millions de personnes quoi, sur une campagne virale autour du club amateur dans lequel j'étais de Pérorade, et qui m'avait permis derrière de développer ma visibilité moi aussi personnelle et mon personal branding, et donc d'attirer des entrepreneurs autour de mon parcours, de ce que je faisais, parce que si je pouvais le faire pour un club de rugby, je pouvais très bien le faire pour une entreprise. Du coup, ça a permis d'attirer des entreprises autour de moi, de commencer à monter des petits projets qui ont bien fonctionné. J'ai eu un prix, le prix de l'APACOM, qui est l'association des professionnels aquitains de la communication, qui élit tous les ans en fait des prix porteurs en fait dans la région aquitaine et qui m'a été décerné en 2012. Du coup, derrière, ça m'a permis d'attirer encore d'autres projets, de signer un gros projet avec la Fédération nationale des médecins radiologues pour une action de lobbying
digital contre l'État, donc un truc assez compliqué qui me sortait complètement du carcan sportif. Et à la suite de ça, ça m'a permis de monter Mayoko, puisque au début j'étais en auto-entrepreneur pendant 6 mois, et vu que le projet à Paris était un projet à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça m'a permis de passer en EURL et depuis d'enchaîner avec donc depuis 2013 exactement. Donc maintenant ça fait 4 ans que j'ai Mayoko et voilà quoi. Voilà un peu le parcours quoi. Non mais super. Et j'ai une question justement par rapport à ça. Tu parlais justement au début d'interaction. Et tu sais le podcast il s'appelle Interaction. Pour toi c'est quoi l'élément qui a été le plus difficile, je dirais, à faire comprendre aux gens quand tu les as démarchés au début, justement par rapport à ce web 2.0 En fait, expliquer. En fait c'est simple. Je pense que c'est plus quelque chose de culturel qui fait qu'au niveau français on a toujours peur en fait quand il y a une évolution, quand il y a quelque chose qui arrive, et d'arriver à faire que les gens soient rassurés par ces réseaux quoi. Je leur expliquais justement que je vois pas comment on pourrait, parce que eux, le web 2.0, comment ils le voyaient, c'est que les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient de leur entreprise en fait. D'accord. D'un côté c'était plus l'entreprise qui communique, et derrière elle communique mais elle n'en a pas de retour. Là en fait il y avait l'arrivée des forums au début, des premiers réseaux sociaux, et du coup les gens se disaient, enfin les entrepreneurs et les décisionnaires se disaient mais si nous on communique, les gens vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent quoi. Et du coup ils avaient plus ou moins peur de ça, de ce web 2.0. Et ce que je leur expliquais, c'est si on envoie une image positive et qu'on renvoie un territoire et un ADN de communication positif, je vois pas pourquoi les gens auraient enverraient du négatif quoi. Donc mais je pense que c'était plus lié à un contexte un peu culturel qui fait que la France est pessimiste devant les évolutions, et c'est pour ça que d'un côté ça m'avait fait du bien d'aller aux États-Unis et de voir un peu les optimistes quoi, et de voir un peu parce que les États-Unis souvent ils sont en avance par rapport à nous sur C'est ça, il y a aussi ce contexte là, c'est que quand moi je suis arrivé à la fac aux États-Unis, c'était fin 2009 début 2010, et eux ils avaient déjà on va dire 2-3 ans de Facebook qui était là, alors que nous on va dire qu'on était à ce moment-là, c'était un an et demi, 2 ans que les gens commençaient à s'y faire, et qu'il y avait eux, ils avaient déjà des campagnes de communication, on va dire. Nous, ici, il y en avait, mais c'était vraiment dans des secteurs bien particuliers où c'était les grosses sociétés qui le faisaient, quoi. Alors qu'au final, là-bas, déjà, même les PME commençaient à se mettre dessus, quoi. C'est un peu par rapport à ça, quoi. Je trouve qu'il y a ce problème de pessimisme et de peur, en fait, de manque de confiance vers le digital, parce que souvent les décisionnaires, justement, ils sont pas formés, eux. Et il se manque de formation et de sensibilisation. C'est surtout la sensibilité en fait à ce secteur-là fait que justement ils ont du mal à se projeter dedans en fait quoi. Non mais là tu prêches vraiment un convaincu sur ça. C'est vrai que même l'aspect aussi sensibilisation, pédagogie pour comprendre aussi pourquoi on fait les choses, et aussi je dirais aussi la notion aussi d'opportunité plutôt que de menace. Ça c'est primordial, et parfois c'est un peu compliqué, c'est vrai, à expliquer aux gens avec lesquels on collabore, c'est vrai. Ouais, voilà, actuellement, tu vois, moi je le vois, donc même si ça fait maintenant 4 ans que j'ai ma société, 4 ans que je travaille là-dedans, l'énergie que je dépense à juste essayer de convaincre en fait la personne en face de toi et de lui dire vers où il faut aller, comment il faut aller, et la rassurer, c'est déjà une énergie qui est énorme quoi, où on s'imagine même pas le temps qui est passé juste à essayer de convaincre une entreprise d'aller dans ce sens-là. Moi ce qui me fait le plus rire, c'est que justement à l'époque où je tapais à la porte de certaines entreprises, elles me carrément me fermaient la porte à la gueule, ça on peut le dire, je prenais des stops, voilà, mais sauf que ce qui est marrant, c'est que maintenant elles reviennent vers moi, c'est elles qui tapent à la porte en me disant comment on fait, comment on y va, et ce que je leur dis, c'est que c'est dommage de ne pas l'avoir fait à l'époque, parce que vous auriez pu construire votre communauté de façon plus simple. Maintenant, je leur explique que ça va vous coûter plus cher, ça va être plus long, c'est plus de concurrence. Voilà, exactement. Il y a de plus en plus de gens qui le font, donc du coup, ce que je dis, c'est souvent quand il y a un nouveau marché, quand il y a une nouvelle chose qui s'ouvre, des fois quand on est les précurseurs, quand on est un early adopter, comme on dit, dans le système des nouvelles technologies, des fois, si on est précurseur, peut-être que ça peut pas fonctionner, on va perdre du temps, mais par contre, si ça fonctionne, derrière, on est dans les premiers, donc on va être ceux qui vont être au devant, quoi. Donc c'est là où c'est super intéressant. Bon, c'est clair. Et toi, par rapport à aujourd'hui, ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois comme évolution dans
au niveau peut-être de ton agence aussi, et au niveau du digital, parce que toi, tu es vraiment quand même axé sur la partie digitale. Ouais, nous, on est vraiment axé stratégique. Au début, en fait, c'est simple. Moi, je voulais rester vraiment que stratégique, purement stratégique, c'est-à-dire écrire des histoires pour les entreprises, comme j'ai l'habitude de justement l'expliquer aux entrepreneurs que je vois, pour les rassurer. C'est, je leur dis, au final, on est toujours en train de raconter une histoire pour vous, quoi, afin d'essayer de transmettre ce que vous voulez transmettre auprès de vos communautés, de vos futurs clients, de vos clients actuels, pour les fidéliser, quoi. Et du coup, en fait, moi, je vois que maintenant, le contenu aussi, il est primordial, que maintenant, on peut pas juste faire de la stratégie. Souvent, on nous demande faire la stratégie, c'est bien beau, mais souvent, ils nous disent, ok, c'est bien, on a la stratégie, mais comment on le met en place? Et du coup, comment on active, comment au final ce community management s'exerce, comment il se fait. Et souvent ils n'ont pas de personnes qui sont formées en interne, ou ils ont une responsable marketing ou un responsable marketing qui est peut-être pas encore adepte de ce genre de choses. Donc du coup ils ont besoin aussi de pouvoir le mettre en place. Donc du coup c'est pour ça que moi je l'explique. Au début je faisais vraiment que du community consulting, j'appelais, c'est-à-dire que je rentrais dans les entreprises, j'essayais de leur expliquer, de trouver des thématiques, de trouver des matrices de valeurs et de pouvoir les laisser avec un sort de tableau de bord qui leur permettait de travailler. Sauf que souvent, à peu près, allez, on va dire, trois quarts des entreprises, derrière, elles faisaient plus rien. Elles avaient le tableau de bord, mais au final, elles le mettaient jamais en place. Et du coup, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à développer plutôt un sort de petits quelque chose de clé en main. Ouais, voilà, de clé en main, après, d'avoir une équipe en fait autour de moi et de pouvoir aussi proposer justement la gestion derrière, la création des contenus. Donc maintenant en fait on travaille sur un sort de triangle en fait, quoi, où il y a le social media manager, il y a son community manager, assistant social manager et un créateur de contenu en fait, quoi. Et on travaille, on va dire, à 3 comme ça, à essayer d'avoir la stratégie, l'activation opérationnelle et en plus la créa de contenu qui vient en plus impulser là-dedans, quoi. Voilà. D'accord, donc toi tu dirais que l'évolution c'est qu'au début quand tu as commencé tu étais plus sur une démarche justement de laisser, je dirais, une trame ou quelque chose comme ça à tes clients. Maintenant tu t'es rendu compte que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les gens aussi, une fois que l'action est terminée, souvent ils sont pas forcément, ou ils sont pas formés, ils comprennent pas aussi. Et donc maintenant tu as vraiment par rapport à ce triangle quelque chose où tu peux rentrer plus en profondeur. Ouais, c'est ça. Après moi c'était aussi une réflexion structurelle par rapport à moi, comment je voulais faire évoluer ma société aussi. C'était une réflexion de me dire voilà, c'est cool de pouvoir leur faire de façon ponctuelle du travail, mais derrière je trouvais qu'il fallait aussi pouvoir les assister, quoi, et les aider. Après le but c'est pas le but ça peut être soit de rester et de continuer à bosser avec eux, soit d'essayer de former quelqu'un en interne pour qu'il puisse prendre la main et pouvoir voilà, quoi, parce que ça peut être aussi des budgets beaucoup plus coûteux pour eux, quoi. Donc aussi le but c'est pas là, quoi, c'est de jouer en gagnant-gagnant, quoi. D'accord, voilà. D'accord. Et tu parlais, c'est intéressant aussi justement que tu adores raconter des histoires. Est-ce que tu aurais quelques clés pour justement aider un peu les gens à savoir comment on peut justement rentrer un peu plus dans ces notions de storytelling, et, comment faire en sorte de capter l'attention des gens, notamment sur les réseaux sociaux? Nous en fait ce qu'on essaye de faire c'est mixer les bons ingrédients en fait. Mixer les bons ingrédients, c'est qu'en fait justement moi ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'avoir un peu d'audace en fait sur les réseaux, parce que si on n'a pas d'audace en fait au final ça sert pas à grand chose. Souvent moi les clients viennent vers moi et me disent ok c'est bien, on a envie de faire exactement comme eux font parce qu'ils le font bien, sauf que ce que je leur dis c'est que ça sert à rien, parce que si on fait exactement comme son concurrent, au final quelle est la différenciation que le client va avoir entre soi et son concurrent, quoi. Donc justement c'est d'essayer de peut-être capter des choses, de travailler vraiment sur faire une veille sectorielle, veille concurrentielle, faire un bon benchmark et de pouvoir après le développer sur son propre cas, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est dans ce storytelling, c'est justement de travailler sur le fait de créer des effets de surprise, de provoquer de l'émotion, de donner du sens à son propos. Et au final tout ça, ça permet à quoi? Ça permet aux gens en fait d'être touchés par le message qu'on renvoie. Si les gens sont touchés, c'est qu'il y a déjà on va dire qu'on a déjà fait un énorme pas dans le fait de pouvoir en faire devenir des clients, ou du moins de les fidéliser, parce qu'on les fédère autour du message qu'on essaie de leur envoyer, de leur transposer sur les réseaux. Et du coup, si on fédère, derrière, ça permet d'engager aussi de façon plus simple. Et engager, pour moi, c'est déjà qu'une personne devienne son client, quoi. Devienne ton client. Là,
on va dire, c'est le Graal, quoi. C'est sûr que ça se fait pas après, ça se fait pas rapidement des fois. Enfin, ça peut arriver sur des campagnes justement de marketing viral. Mais encore que, on travaille plus sur du retour sur attention que du retour sur investissement. Mais bon, voilà, c'est aussi une façon de le mettre en place, quoi. Et justement, toi, est-ce que tu as un avis sur aujourd'hui les évolutions? On s'aperçoit par exemple que les plateformes sociales, ça évolue quasiment chaque semaine. Ouais. Toi, tu vois comment l'évolution un peu je dirais aussi des façons de communiquer, et aussi même en termes d'utilisation pour les internautes? Ben, moi, comment je le vois, enfin, après pour les internautes, ça dépend. Est-ce que tu parles vraiment du client? Est-ce que tu parles vraiment de l'entreprise? Alors, je parle plus mais en termes vraiment utilisateur. Ok. Le client. Ouais. Ben, l'utilisateur, après, moi je trouve que de toute façon, ce que j'essaye de faire passer aussi, de faire passer dans ce sens-là, c'est que enfin, comment l'expliquer? C'est le fait que justement, en fait, on est envahi d'informations et c'est d'arriver à faire le tri. En fait, pour moi, c'est super important là-dedans. Je sais pas, moi, par exemple, un des trucs que je fais pour l'utilisateur, en fait, comme on peut être un consultant social média, moi, une des techniques que j'ai, c'est déjà tous les matins, à peu près, il y a 3/4 d'heure de veille, quoi. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, jusqu'au moment où je commence vraiment à attaquer et à regarder mes mails, il y a regarder un peu ce qui s'est passé dans les jours suivants, les jours précédents, et d'essayer de commencer à l'analyser. Et là où je trouve que c'est super intéressant pour des consultants social media un peu comme nous, c'est de pouvoir justement s'imprégner de cette veille, de s'imprégner un peu de ce qui se fait, et de pouvoir soit plus facilement pouvoir faire des recommandations à ses clients pour pas se tromper, parce que ça évolue tellement vite en fait qu'on est obligé de pouvoir s'informer, et pour pas dire des conneries justement à nos clients, mais aussi la veille dans le sens où justement ça te permet d'avoir des idées et de pouvoir les proposer, et de pouvoir apporter des choses beaucoup plus intéressantes, quoi. Donc voilà, au niveau de l'inspiration, quoi. Moi, un truc que j'aime beaucoup grâce aux réseaux sociaux, ça m'a permis justement de mettre en place plein d'outils de veille en fait qui me permettent comme une routine en fait après que tu ouais, c'est ça, et ça me permet après de le décliner beaucoup plus facilement, quoi, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil à une entreprise qui voudrait se lancer, on va dire sur Facebook aujourd'hui, en 2017? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme premier conseil? Ok, moi c'est déjà qu'est-ce que vous voulez y faire, quels sont vos objectifs, c'est d'établir en fait vraiment une réelle stratégie, quoi, en fait, de travailler sous forme d'entonnoir, de partir en prenant énormément de recul, en se disant que déjà ça va prendre du temps. C'est un marathon. Ouais, c'est un marathon. Voilà, on n'est pas sur un sprint, quoi, parce que justement le plus grosse problématique que j'ai avec certains clients, c'est ceux qui veulent que ça soit un sprint, quoi, en fait. Et je leur dis, c'est un peu compliqué, parce que si vous y allez en sprint, ça va être souvent de l'offre commerciale pure, et si c'est de l'offre commerciale pure, au final vous allez complètement faire exactement ce que vous pourriez faire en faisant des 4x3, des abribus ou des choses comme ça, en disant moins 20%, moins 30%, en faisant que de la promo, sauf qu'au final vous valorisez pas votre image de marque. Donc surtout ce que je veux, c'est ce que je veux expliquer, c'est ce que je leur explique d'habitude, c'est qu'il faut vraiment avoir un pendant très stratégique, en prenant vraiment énormément de recul, contextualiser énormément qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle est notre signature, vers quoi on veut tendre, qui on veut toucher, et à partir de ce moment-là, déjà, hop, ça nous permet de développer quoi? Ça nous permet de faire des recommandations stratégiques, en fait. Et ces recommandations stratégiques, de pouvoir développer un plan d'action, ce plan d'action derrière, de pouvoir en sortir en fait des objectifs. Et après, moi, ce que j'aime bien là, c'est à partir de là, c'est plus dans la démarche storytelling, c'est quelles vont être les thématiques, quelles sont nos thématiques, quelles sont nos valeurs. Et autour de ça, en fait, nous, on développe... Thématique, c'est thématique éditoriale, par exemple? Ouais, exactement. En fait, nous, les thématiques, elles vont nous permettre de sortir... D'abord, tu pars de valeurs. Après, ça nous permet, en fait, d'avoir des thématiques. Et ces thématiques, en fait, vont être, en quelque sorte, comme si tu crées un blog et que tu te disais, cette thématique, pour moi, c'est une catégorie dans mon blog, en fait, quoi. D'accord. Et comment tu la déclines derrière, c'est que, en fonction, tu crées ta ligne éditoriale. Avec toutes tes thématiques, t'expliques qu'est-ce que tu vas raconter dans chaque thématique, en fait. Une fois que tu as tes thématiques et que tu sais ce que tu vas raconter dedans, nous, après, on travaille sur le contenu. Dans quelle thématique c'est ce qu'on racontait, en quoi ça se décline sur de la photo, de la vidéo, du texte, et sur quel réseau. Donc voilà, et après au final on part comme ça, quoi, en fait, à chaque fois. Et au final on voit que ça permet à chaque fois de permettre d'apporter au client une sorte de rendu qui lui permet de se rassurer, quoi, et de savoir vers où il va, de quoi on va parler, de lui aussi savoir exactement ce que nous on va faire pour pouvoir, comment par exemple nous on travaille toujours à 1 ou 2 mois d'avance sur des calendriers éditoriaux, quoi, en fait, par exemple. Et du coup, ces thématiques nous permettent de dire telle semaine on va plus parler de ça. Après, ça dépend de la saisonnalité aussi, s'il y a un client qui a des saisonnalités. Mais voilà, mais c'est
Mais ça permet en fait d'avoir vraiment, comme je le dis, ce tableau de bord, il est pour nous ultra important, quoi, parce que on part de ça et au final on va toujours se retourner vers lui et dire, par exemple, s'il nous vient une nouvelle idée, souvent on vient une nouvelle idée, on regarde, on fait on a un petit schéma qui fait toutes les thématiques avec une matrice de valeurs où en fonction on va parler plus d'un thème ou d'un autre, et en fonction d'une idée on regarde notre schéma et on se dit est-ce qu'on est dans une des thématiques, et des fois même si l'idée est monstrueuse et on se dit putain c'est super, mais si elle parle pas des thématiques qu'on avait abordées avec le client, on se dit bon tant pis, on la garde pour plus tard, on l'utilise pas parce qu'elle n'est pas dans la matrice de valeurs de l'entreprise pour laquelle on doit travailler, quoi. Donc, d'accord, voilà. donc pour bien comprendre tes propos, du coup, si on donne du coup un conseil, c'est du coup que l'entreprise peut-être se pose d'abord du coup les bonnes questions sur ses objectifs, la cible qu'elle veut toucher. C'est ça, ouais. Pour nous c'est primordial. Nous c'est un rendez-vous de 2 heures, hein, mais que ce soit avec le PDG, avec le responsable marketing. Mais ce que j'aime bien aussi souvent, c'est me balader un peu dans la boîte et rencontrer d'autres gens, voir un peu les gens, ce qu'ils font et tout ça, comprendre vraiment ce qu'elle fait. Et ça permet nous de pouvoir développer la stratégie. Souvent le client, il vient et il me dit voilà, on veut aller sur Facebook, on veut aller sur Twitter, on veut ci, on veut ça. Je leur dis ouais, mais en amont il y a déjà un énorme travail de stratégie, bien sûr. Et ça c'est ce qui vous permettra derrière d'être encore plus performant quand on travaillera vraiment l'opérationnel, quoi. D'accord, ben je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que souvent les gens font l'erreur de partir au plus pressé, et on se rend compte que vraiment, moi souvent aussi le conseil que je donne, c'est aussi voir aussi la notion de temps que je peux y consacrer, parce que ça dépend. Là par exemple on part du principe que la personne te sollicite pour une offre, je dirais 100% en prise en main, mais souvent aussi moi ce que j'aime bien faire, c'est que les gens aussi quand même soient un peu autonomes, et les gens souvent se rendent pas compte du côté chronophage. C'est pour ça qu'on va embrayer justement sur une autre question sur ça. Aujourd'hui dans ce que tu fais, quelle est la chose qui te plaît peut-être le moins au quotidien? Le moins au quotidien, c'est, on va dire, faire tout l'opérationnel, quoi. Après, parce que maintenant, voilà, j'ai passé, on va dire, le cap, moi, de l'opérationnel. Maintenant, j'ai des gens qui le font pour moi, des gens que j'ai recrutés. Mais c'est vrai que c'est ce qui me plaît le moins, parce que moi, le but, c'est au final de développer des stratégies qui soient vraiment impactantes. Et c'est vrai que l'opérationnel, le fait de savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, tout ça, mais au jour le jour, j'ai passé un peu le cap, quoi, on va dire, mais c'est vrai que c'est un peu plus fatigant pour moi, quoi. Après franchement, j'ai pas vraiment de choses. Après, c'est plus des réflexions d'entrepreneurs et de structurel, plus de l'administratif qui me casse la tête, mais vraiment dans le côté social média. Ouais, voilà, plus le jour, quoi. Nous, justement, on essaye de le faire vraiment en amont, de bien le programmer, et des fois, le plus dur, c'est justement d'arriver à faire comprendre aux clients que tout est calé, que tout est bien, et qu'eux, ils arrivent pas avec leur truc, on chamboule tout, et que ça rend les choses plus compliquées, quoi. Et puis en plus, le fait justement de faire ce planning à 2 mois, tu peux être régulier. Ouais. La régularité, c'est une des clés aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est que ça te permet aussi de pouvoir le tester, de pouvoir tester quand est-ce qu'il vaut mieux que tu communiques en fonction du timing, quoi. Si c'est plus le matin, si c'est plus l'après-midi, en fonction de ta communauté. Et vu que tu as maintenant énormément de statistiques derrière qui te permettent d'analyser quand les gens voient plus tes publicités, tes publications ou pas, ben c'est là où c'est le plus intéressant, quoi. Donc voilà. Quoi. Moi, d'accord. Super. Et est-ce que aussi justement on va souvent aussi passer, tu sais, les bonnes pratiques, mauvaises pratiques. Est-ce que toi, il y a aussi des choses qui te chagrinent un peu quand tu vois des gens qui communiquent notamment sur les réseaux sociaux, et que tu trouves que vraiment c'est pas du tout à faire? Ouais, moi c'est souvent ce à quoi je suis vraiment accroché, c'est le sens du détail, en fait. D'accord. C'est que j'ai vraiment je suis assez chiant même avec moi-même, quoi, mais le sens du détail, quoi. C'est-à-dire que même je trouve, quand je te dis il y a la plupart des entreprises derrière, peut-être que on leur fait même, il y a certaines entreprises, je leur fais que la stratégie et après elles essaient de se débrouiller toutes seules et de mettre en place leur tableau de bord. Et quand je regarde des fois comment elles le font, même le sens juste du détail, de se dire, il y a tellement de possibilités de pouvoir interagir et de créer des interactions justement en identifiant juste même une personne, une société ou quoi qui a une plus grosse influence que la sienne. Bien sûr. Mais je trouve que c'est dommage des fois de mettre le nom et de pas identifier. D'oublier, des choses comme ça, le sens du détail, en fait, de pouvoir réfléchir à. Pour moi, un post, ça se fait pas en 30 secondes, quoi. Il faut le réfléchir, l'analyser. C'est pour ça que ça prend du temps aussi et qu'on n'envoie pas tout. Et du coup, voilà, il y a bien sûr les problématiques d'orthographe aussi, des choses comme ça qu'on voit énormément.
Mais voilà, moi c'est plus le sens du détail, quoi. D'accord. Ça, ce sens-là. Ah, ça c'est parce que aussi, c'est vrai que comme tu es très exigeant envers toi-même aussi, tu essaies de faire aussi la même chose. Ouais. Et quand on délègue aussi, c'est vrai que des fois c'est pas évident. C'est un peu compliqué, ouais. Surtout quand on a déterminé une stratégie qu'on pense vraiment super, quoi, où on voit exactement comment il faut le faire et tout, mais qu'on laisse le faire aux clients et que on voit qu'ils ont justement pas passé assez de temps peut-être sur la publication ou le truc. Ça, c'est sûr que ça rend la chose compliquée. C'est vrai que ça c'est pas évident au quotidien. Puis il y a aussi des fois ce que tu voudrais faire et ce que tu peux faire en réalité. Des fois aussi il y a un gap aussi entre ces deux notions. Après là, je t'avoue que c'est plus pour nous c'est plus une histoire de budget parce que c'est ça aussi la plus grosse problématique. Nous on a après maintenant la possibilité avec la nouvelle structure que j'ai montée là du labo d'avoir maintenant aussi toutes les compétences qui soient un peu autour de nous et qui nous permettent justement de pouvoir aller au bout des choses. Donc du coup, c'est vrai c'est certes peut-être un peu plus cher que certains concurrents, mais au moins on sait qu'il y a un gage de qualité, quoi. Donc voilà, nous, quand on sait qu'on gère quelque chose de A à Z, on va au bout du truc et c'est vrai que là, ça nous apporte, ça apporte aussi beaucoup de visibilité, que ce soit pour le client, mais aussi pour nous, parce que les gens voient que ce qu'on fait, c'est bien, quoi. D'accord. Bon, on est bientôt sur la fin du podcast. J'aurais aimé juste simplement avec nous que tu partages. Qu'est-ce que c'est pour toi une interaction réussie par exemple sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu fonctionnes d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Pour moi, une interaction réussie. Ou une interaction ou un post ou quelque chose comme ça. Enfin, une activation, quoi. Voilà, une activation. Ouais, une activation pour moi réussie, c'est quand on arrive justement à faire que l'activation, elle est un passé, un présent et un futur, en fait. Dans le sens où pour moi, une activation, elle va pas arriver comme ça du jour au lendemain, sortir, en fait. C'est pour moi toujours avoir un peu de teasing en amont, de pouvoir faire monter la sauce, prévenir la communauté, prévenir les gens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et de pouvoir derrière lancer cette activation et qu'elle vive en plus et que par son vécu en fait elle puisse créer du contenu qui lui va faire que l'activation continue à vivre et de pouvoir après derrière au futur, c'est-à-dire en post-communication, pouvoir avoir en fait un contenu qui va aussi rendre compte de tout ce qui s'est passé revenir, en fait, ouais. Et montrer en fait en quoi ça a été touchant, en quoi ça a été impactant, comment ça l'a fait et qu'en plus le client soit super content d'avoir ce retour. C'est un peu des case studies pour nous, mais sauf qu'au final on le fait vraiment dans le sens du client où on fait que le client parle, échange dedans, raconte un peu ce qui s'est passé et du coup on le met vachement en avant, on montre que c'est lui aussi qui avait la responsabilité de la chose, qu'il avait en quelque sorte un peu imaginé, même si c'est nous, et de pouvoir comme ça construire des activations qui soient totalement développées, quoi, qui aillent au bout, quoi. D'accord, ouais, donc en fait une activation vraiment pour faire en sorte aussi qu'il y ait une visibilité importante. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est ce que j'explique aux clients, c'est qu'une activation, il faut pas la penser en disant voilà, l'activation elle dure, on va dire, on va lancer un jeu, on va lancer, je sais pas, un truc pendant 15 jours. Ce que moi je leur explique, c'est que pour moi c'est une campagne de com, un truc qui peut être une campagne de 15 jours, en fait, au final elle dure 2 mois. Parce que entre le teasing que tu as envoyé en amont, les moments où tu relances un peu la communauté, jusqu'au moment où tu lances le contenu vraiment, et jusqu'au moment où tu rends compte de tout ça, au final, tu peux te dire que c'est une campagne de communication de 2 mois. Alors qu'à la base, c'était un truc qui pouvait durer peut-être 1 semaine. Mais c'est juste en agrégeant en fait les contenus et en agrégeant en fait la façon de raconter ce qu'on va faire, au final, ça peut te faire une campagne de communication de 2 mois, quoi. Et est-ce que du coup, tu as un exemple de ça? Un exemple, ouais, par exemple, un projet qu'on avait fait pour la maison Francis Mio, les confitures, qui est confiturier, qui est triple champion du monde de confiture, qui est basé dans le Béarn, qui vend énormément dans les pays asiatiques aussi, qui est très très bon à l'export. Par exemple, ils sont béarnais, ils ont un magasin depuis 12 ans, je crois, à Saint-Jean-de-Luz. Et du coup, ils avaient envie de se développer un peu plus leur visibilité au Pays Basque. Pourtant, alors qu'ils font de l'export dans tous les pays, ils disaient on aimerait bien se développer un peu plus au Pays Basque. Et donc du coup, on leur avait monté un projet, nous, qui était juste un événement. C'était un événement, mais on avait fait toute la communication de l'événement sur le digital. Donc on était, par exemple, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est d'aller chercher au final de la visibilité auprès des communautés, des autres pages, d'autres marques qui ont déjà de la visibilité en fait. Donc par exemple, ce qu'on avait fait, c'est que on avait pris contact avec une marque comme Janvier, qui fait des tissus basques, qui a 60 000 fans, un peu plus de 60 000 fans sur les réseaux. On avait pris contact avec d'autres marques qui sont locales ici et qui sont plus liées à l'univers de l'enfance. Parce qu'on avait organisé un événement en fait autour de la gourmandise pour les enfants
où il y avait des petits ateliers, peinture sur chocolat et tout ça. En fait, on faisait venir les parents avec leurs enfants pendant une demi-journée. Et on avait inclus en fait des ateliers avec des marques locales qui, elles, en fait, allaient pouvoir diffuser la communication que nous, on allait faire pour l'événement et pour la maison Francis Mio, en les mettant en quelque sorte partenaires de l'événement, quoi. Et du coup, ça permettait de développer la visibilité, de développer ça. Et derrière, comment créer du lien avec les gens qui étaient venus et qui ne connaissaient peut-être pas la maison Francis Mio. On avait organisé dans l'événement un shooting photo, en fait, avec un fond vert, où chaque enfant venait se déguiser en petit chef, en fait, avec une toque, avec un tablier janvier, avec les confitures posées, et en fait sur un fond vert dans lequel on venait incrémenter le nom de la journée qui s'appelait une rentrée bien tartinée. Et en fait, ça, comment on crée le lien, comment on essaie de fidéliser et de fédérer les gens derrière avec la marque, c'est que toutes les photos qu'on avait prises, on leur avait pas donné sur le moment. On avait récupéré les adresses mail en fait et le numéro de portable des parents avec le prénom de chaque enfant et on leur avait envoyé quelques jours, 3-4 jours après, les photos avec le beau visuel derrière et tout de leur enfant sur leur adresse mail avec un lien vers la boutique en ligne et tout ça, bien sûr, en leur disant qu'il y avait nos produits et tout ça, avec les nouveautés. Mais là où on avait été plus loin, c'est que par exemple, comment on va plus loin dans la réflexion, c'est qu'on avait imaginé que avec la maison Mio, c'est que tous les enfants, en fait, on avait créé un pot de confiture personnalisé avec le prénom de l'enfant, avec le visuel de l'affiche, de l'illustration qu'on avait mis pour faire la communication. Et en fait, on proposait, quand on envoyait la photo aux parents avec le mail qu'on avait récupéré, on leur disait aussi, venez récupérer en boutique le pot de confiture de votre enfant. Et du coup, au final, il y a 150 personnes, parce qu'on a eu 650 personnes sur tout l'événement, et on a eu 150 enfants, en fait, qui ont donné leur nom, avec donc multiplicité par les parents, et les parents sont repassés en boutique à Saint-Jean-de-Luz et on a vu le pourcentage de la boutique derrière grimper. À chaque fois que les gens venaient chercher le pot de confiture, ils achetaient aussi d'autres trucs. Donc voilà comment on peut réfléchir à des choses qui soient dans le digital mais dans le physique aussi. Et c'est nous, le digital, on essaye de vachement maintenant le mettre en... Comment tu dis le digital. Le digital, d'accord. Voilà, ouais. Le physique et le digital, quoi. On essaye vachement de le mettre et de l'impulser parce que on se rend compte que c'est bien beau de faire de la com sur le digital, mais c'est bien que les gens aussi soient touchés physiquement par un projet et pour créer encore plus d'émotions, quoi. Oh, et ça, c'est primordial. De toute façon, ce qui est hyper important, ce que tu as dit, c'est, je pense, la notion aussi de partenariat. Faire en sorte de bénéficier aussi des audiences des autres personnes. Et aussi, je dirais aussi que sur les réseaux sociaux aussi, vous avez tout à gagner aussi à rencontrer après les gens en physique, ce que tu as dit. Et là, on a un bon exemple, donc c'est vraiment c'est super. Est-ce que tu as là, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as un outil ou une ressource que tu aimerais un peu justement qui au quotidien t'aide dans ton agence pour par exemple améliorer ta visibilité sur les réseaux sociaux ou un hack, quelque chose que tu as découvert ou qui te permet de vraiment de faire des choses beaucoup plus impactantes? Nous, on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment un en particulier. On essaye justement à chaque fois de trouver l'activation qui va convenir au client en particulier. Donc de hack. Enfin voilà. Après moi, je suis un grand défenseur aussi des ads. Enfin ça, je peux pas renier, même si c'est pas un hack en particulier. Mais bon, enfin si c'est bien utilisé, si c'est bien, si en plus sa communauté cible est bien définie et tout. C'est vrai que les ads, moi je me régale un peu avec quoi aussi quoi, parce qu'on voit. En ads, tu es publicité, réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, les publicités, du Facebook Ads. Enfin, je sais que mes associés aussi travaillent pas mal sur Twitter Ads et tout. Ils ont pas mal de relais. Donc du coup, enfin, moi je pense que même si c'est pas un truc tout nouveau, c'est pas un truc complètement différenciant ou quoi. C'est pas un truc tout nouveau, mais c'est un monde à part. Ouais, voilà. Un monde en plus dans la publicité. C'est ça, et c'est justement ça aussi où les clients se rendent pas compte que même pour faire une belle publicité, pas que le contenu, mais derrière, comment on va toucher les gens, qu'est-ce qu'on va mettre en place et tout, toutes les sortes de petits algorithmes au final qui se créent. Ben c'est du travail aussi pour juste le mettre en place quoi. Donc c'est quand même même si c'est pas comme tu dis un truc nouveau ou quoi, voilà quoi. Après nous on travaille pas mal avec nous parce qu'on est plusieurs à collaborer avec le client aussi, avec Trello quoi, logiciel de gestion de projet aussi qui nous permet de savoir exactement où chacun en est, surtout quand on travaille comme je te l'ai dit en trio là, de savoir exactement qui a quoi à faire à quel moment. Trello, je sais que c'est gratuit en plus, donc c'est quelque chose. Je crois qu'il y a une version payante, mais gratuite, tu peux faire. Oui, mais déjà t'as plein de choses qui sont vraiment impactantes, enfin qui peuvent t'impacter dans ta gestion de la journée, quoi. Ouais.
Impeccable. Deux dernières questions, Mathieu. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de comment tu faisais ta veille. Mhm. Est-ce que tu aurais quelques outils que tu utilises ou même des façons de faire comment aujourd'hui tu t'organises pour faire ta veille? Ben moi, quand je m'organise, je me suis intégré dans certains groupes LinkedIn en fait, dans D'accord. certains groupes LinkedIn, C'est une bonne technique, ça. ouais, qui sont des réseaux pro. Alors, faut faire attention parce qu'il y en a certains, c'est du spam. Quand D'accord. on arrive dans un groupe, au final, il est ouvert à tout le monde. On arrive et en fait, les mecs font que de la publicité. De l'autopromo. Ouais, de l'autopromo quoi. Et du coup, ça devient vite du spam. Et en fait, ces groupes Facebook, ces groupes LinkedIn, comment je les utilise, c'est que je m'y intègre. Certains, je mets du temps parce qu'il faut pouvoir montrer patte blanche et montrer qu'on est vraiment dans son secteur, qu'on s'y connaît dans son secteur. Mais plus on rentre dans des groupes qui sont fermés et qui sont compliqués, plus l'information est intéressante dedans. Et du coup, en fait, moi, je m'y abonne, j'y adhère, j'y abonne. Et après, en fait, je m'abonne à la newsletter en fait de ces D'accord. groupes. J'ai pas besoin d'aller sur LinkedIn pour pouvoir aller regarder ce qui a été écrit tous les perds du temps. jours. En fait, je demande au groupe LinkedIn de m'envoyer un mail de veille que je reçois en fait tous les 2-3 jours sur ma boîte mail qui me dit voilà les 3-4 derniers posts qui ont été publiés par des gens et ça permet d'avoir un retour. Après, l'autre façon de faire de la veille, je m'abonne à des newsletters comme des choses comme Créapills, comme des choses qui sont vraiment intéressantes et qui vous permettent derrière de pouvoir avoir et de voir un peu dans le monde ce qui se passe et comment ça évolue quoi. Enfin voilà, après French Web, des choses comme ça quoi, webmarketing.com, des choses qui permettent de prendre du recul et de pouvoir analyser les choses quoi. D'accord, mais c'est vrai que les groupes LinkedIn, j'y pensais pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a du contenu aussi, je pense, à prendre par rapport à ça qui est super intéressant. C'est une bonne technique. Mais c'est surtout qu'en plus tu peux vraiment, tu peux en plus te demander de le recevoir dans ta boîte mail quoi. Donc en plus, t'as même plus besoin de te connecter, te dire attendez c'est dans quel groupe que au final j'ai quelles infos et tout parce que c'est vrai que je dois être abonné à je sais pas combien de groupes. Au final là j'ai choisi que les groupes vraiment que je trouve intéressants et où le retour est super complet quoi. Donc du coup en fait moi ça me permet de recevoir les mails et de les avoir direct dans la boîte dans la boîte et de juste avoir à ouvrir le truc et de le lire quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant. D'accord, moi c'est cool. Mais écoute Mathieu, merci beaucoup. Comment on peut te retrouver si on veut te contacter? Où est-ce qu'on peut te... On peut me trouver sur mon site internet qui est sur mayoko.fr, mais bon, qui est pas très mis à jour en ce moment puisque vu que comme je l'ai expliqué, j'ai monté une nouvelle structure qui s'appelle Le Labo. Donc sinon c'est sur le site internet lelabo.io en fait où justement il y a toutes les différentes compétences qu'on a montées sur ce collectif de communicants, agences de communication digitale. Et dans le credo est plus créateur d'expérience quoi, mais qui au final est très très digitalisé quoi. Donc voilà, ou sinon on mettra les liens sur mon LinkedIn, sur mon LinkedIn ou sur le site internet du labo, sur la page Facebook de Mayoko ou du labo, enfin voilà quoi. Et le labo Mayoko, c'est sur ton périmètre, c'est sur quasiment toute la France? En fait, on a beaucoup de clients, c'est sûr, ici dans le sud-sud-ouest, donc au niveau Pays Basque, Béarn, Landes. Mais après, on voit que, on commence maintenant. Par exemple, on vient de signer un contrat avec un des leaders, une marketplace au niveau du sport et de la musculation et du fitness, qui est basé à Nice, par exemple. On a des clients sur Paris, donc en fait, ça nous arrive aussi de bouger un peu plus loin que la région Nouvelle-Aquitaine quoi, mais bon voilà quoi, on va dire le périmètre est plus sud-sud-ouest, mais on a certains clients sur Paris, dans le sud-est, près Bordeaux, Toulouse quoi, voilà. Non mais super, notre périmètre. Mathieu, on te remercie d'avoir répondu aux questions du podcast Interaction et on te dit à bientôt. Merci à toi Julien, merci de t'être déplacé ici au Pays Basque et à bientôt et bonne continuation à votre podcast Interaction. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pipouret. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.